Il y a une coupe de monde de foot qui s'ouvre aux États-Unis avec cette question, ce mondial pardon, de foot est-il plus que jamais politique? Bonjour Jean-Baptiste Guégan. Bonjour. Vous êtes spécialiste en géopolitique du sport. On vous doit notamment «La France n'est pas un pays de sport?» Point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation. C'est coécrit avec Guillaume Dietsch et c'est paru chez Deboc Supérieur. Alors en 2018, sous le premier mandat de Donald Trump, le Canada, les États-Unis et le Mexique étaient les pays hôtes de la Coupe du Monde. Comment expliquer que cela ait eu lieu alors qu'il y a des relations glaciales entre le Mexique et les États-Unis? Bref, il faut que vous nous expliquiez un peu le contexte de tout cela. Ce contexte, il est assez particulier. Quand les États-Unis proposent leur candidature, ils sont obligés de s'associer avec le Canada et le Mexique. Et ce contexte, il est d'autant plus particulier. Pourquoi justement en Alors, fond? ça renvoie finalement à la désignation par la FIFA du Qatar. On est en 2010, la FIFA, la surprise générale, ne choisit pas les États-Unis. Bill Clinton se pince les lèvres. Tout le monde comprend qu'il s'est passé quelque chose. La justice américaine, à ce moment-là, fait son travail, c'est-à-dire qu'elle va poursuivre la FIFA et la décapiter littéralement, ce qu'on appelle le scandale de la FIFA. C'est le moment où Gianni Infantino, notre sémillant italo-suisse, arrive au pouvoir. Dans ce contexte-là, il Lui, n'a pas c'est le un homme choix. honnête, rassurez-nous. Parfaitement honnête, le plus honnête des courtisans et quelqu'un dont la probité ne peut jamais être remise en cause, évidemment. Et ce qui est assez intéressant avec lui, c'est qu'il sait tout de suite qu'il faut satisfaire les États-Unis. À ce moment-là, Trump vient d'arriver au pouvoir, la candidature américaine est sur la table, le Maroc est en face, il va tout faire pour que les États-Unis l'emportent. Jusqu'à inventer une commission au dernier moment, orienter finalement les choix. Les États-Unis sont évidemment choisis, sauf que dans l'intervalle, le président Trump, premier mandat, donc le 45e président, va tweeter avec un message clair: vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Si vous êtes contre nous, on ne l'oubliera pas. Déjà là, on a la patte Trump. Sauf qu'il revient pour un deuxième mandat et les deuxièmes saisons sont jamais aussi réussies que les premières. Et là, en l'occurrence, cette Coupe du Monde, elle va être pire parce qu'elle est plus politique, plus égocentrée autour de Trump. Et en plus, on a des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Alors, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu avant? Parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses, Jean-Baptiste Ah là, Guégan. on repousse les limites et les frontières du possible. On a des arbitres désignés par la FIFA qui sont interdits d'entrer sur le sol américain, un arbitre somalien. Vous avez une délégation finalement iranienne qui va jouer dans des conditions qui sont tout sauf conformes finalement aux règles. Vous avez des joueurs qui ont été fouillés sur les tarmacs des aéroports dans des conditions qu'on ne réserve jamais à des VIP. Comme par hasard, ce sont exclusivement des joueurs des sélections africaines. Vous avez des supporters qui ont été interdits purement et simplement d'accès au territoire américain pour des raisons qui renvoient aux déclarations de Donald Trump, c'est-à-dire ces pays, ce sont des shitty countries. Donc je vous laisse traduire. On est ici sur la traduction de la politique trumpienne, c'est-à-dire on fait du show, on fait du spectacle, et l'objectif, c'est clairement de montrer que notre politique anti-immigration est efficace, peu importe les conséquences. Et puis après, vous aurez ce qui va se passer pendant la manifestation, c'est ICE, cette fameuse police anti-immigration qui va rôder autour des stades et qui va rappeler finalement ce qu'on n'a pas du tout envie de voir quand on va voir du sport, c'est le retour de la politique et de ses excès. Oui, parce qu'on aurait pu imaginer que Trump, ayant voulu cette Coupe du Monde, puisqu'il l'a ardemment désirée, il laisserait, disons, un certain nombre de manifestations se dérouler paisiblement, sans intervention particulière ou sans zèle des autorités. Alors dans un monde normal, ça aurait été le cas, sauf que Donald Trump n'est pas un président normal. Et en l'occurrence, dans ce cadre-là, son objectif, et il l'a toujours fait, c'est polariser l'événement. C'est en faire un événement clivant pour parler à sa base d'abord, MAGA, dans un contexte compliqué, hein. On rappelle qu'il y a les midterms en novembre qui arrivent, que ces élections pour l'instant s'inscrivent dans un contexte compliqué. Pas Oui, sûr je qu'il les pense que remporte. la guerre au Proche-Orient n'est pas particulièrement populaire. Voilà, ça n'aide pas. Vous rajoutez l'inflation derrière et vous avez les Américains qui se braquent, donc il faut leur donner des gages, et notamment à votre base pour qu'elle se mobilise. Et pour ça, rien de tel que de cibler les pays africains et finalement utiliser cette Coupe du Monde comme un formidable amplificateur de vote politique à l'échelle nationale et aussi un moyen de peser à l'international. Mais c'est quand même étrange parce que les États-Unis, a priori, ne sont pas un pays de foot. Alors, c'est un pays de foot chez les filles, c'est-à-dire que c'est l'une des premières nations féminines du soccer, et on voit vraiment une progression chez les jeunes. Mais c'est un sport qui est quand même réservé classe moyenne et classe supérieure. C'est pas une puissance footballistique à l'européenne ou une puissance footballistique populaire comme on peut le voir par exemple en Afrique. Ce mondial, il était censé aussi finir d'établir la présence du soccer sur le territoire américain.
Mais alors, justement, on a donc un sport en conquête actuellement aux États-Unis. On sait que ça va rapporter beaucoup d'argent à la FIFA. J'ai entendu parler d'11 milliards À minima, oui. à minima pour les États-Unis. La question de la rentabilité et de la profitabilité de l'événement, c'est un second sujet. L'idée, c'est d'abord de montrer qu'on est une puissance globale et qu'on est capable d'organiser le meilleur événement du monde. Et le coût, de toute façon, c'est pas le gouvernement fédéral qui le paiera, ce sont les villes organisatrices. Donc, comme d'habitude avec le sport de haut niveau, c'est-à-dire que vous privatisez les revenus et pour le reste, c'est le public qui va payer. Et en l'occurrence, là, la FIFA et les États-Unis se sont rencontrés sur le même terrain. Il faut que ce soit bigger than life. C'est finalement le mondial qui va être le plus important. Il y a une démesure des chiffres, les revenus, le nombre d'équipes, 48, le nombre de matchs, 104, 1 millier de joueurs sur le territoire. L'album Panini, qu'on avait tous l'habitude de remplir petit, Oui. il fait quasiment 100 pages. Bon, il y a beaucoup de tensions géopolitiques, il y a beaucoup d'équipes qui sont présentes, qui représentent des pays qui se font la guerre. Alors, vous avez une image avec cette Coupe du Monde de la réalité du monde. C'est-à-dire que vous avez finalement un précipité des relations internationales, et puis vous avez surtout cette relation entre deux pays qui sont en conflit aujourd'hui, l'Iran et les États-Unis. Alors, Donald Trump, pour la 38e fois, vous explique qu'il va trouver un accord, et il espère se servir de l'aura de la Coupe du Monde pour le mettre en scène. Et puis, vous avez tous les autres. C'est-à-dire que toute la complexité de notre monde se retrouve sur le sol américain en ce moment, avec un président instable et particulièrement clivant, dans un contexte où théoriquement, en tout cas c'est les paroles de Gianni Infantino, le football peut permettre la paix. Ça, c'est ce qu'on réserve aux naïfs. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un état de la puissance mondiale ici et des rapports de force. Bon, mais alors, ça peut se dérouler comment? Alors, par exemple, il y a, vous l'avez brièvement évoqué, il y a par exemple une délégation iranienne. Alors, il y a une délégation iranienne, les joueurs ont eu un mal fou d'abord à venir. Après, le régime iranien a tout intérêt à pousser sa sélection chez le pays ennemi et à se mettre en scène. Maintenant, et Marco Rubio l'a dit, l'idée c'est véritablement que tous les gens qui accompagnent cette délégation sportive soient des gens validés. Évidemment qu'il y aura les services de sécurité et de renseignement, et donc il y a un risque aussi pour la souveraineté et la sécurité nationale américaine. Maintenant, c'est aussi mis en scène, à tel point que la sélection iranienne a dû se déporter littéralement des États-Unis vers le Mexique. On est quand même dans une situation ubuesque, c'est une première depuis des décennies. Généralement, comment procède-t-on? Est-ce que dans les Coupes du Monde précédentes, il y avait des belligérants, des co-belligérants qui se retrouvaient sur un même terrain? Que le pays organisateur soit un pays en situation de conflit avec un autre acteur présent sur son sol, ça s'est jamais vu en l'état. C'est-à-dire que si on accepte finalement les périodes des Secondes Guerres mondiales où il n'y avait pas d'événement, on n'a jamais eu ce type de configuration. Et là, c'est d'autant plus surprenant et inédit que la situation, elle se manifeste encore par des tirs de missiles et des attaques il y a moins de 24 heures. Et ça, la question, c'est comment ça va se dérouler sur le sol américain. Dans un contexte aussi où vous avez le risque de mass murder, c'est-à-dire de massacres à l'arme automatique aux États-Unis. Il y en a quand même 300 par an. Vous avez aussi un risque d'attentat. Hier, Donald Trump était au Madison Square Garden à New York pour voir le match des Knicks contre les Spurs. C'est le match de basket dans le cadre des finales de la NBA, la Ligue majeure américaine. Et il a été hué, mais ils avaient littéralement sécurisé un quartier entier de New York. Donc le risque sécuritaire est là aussi. Et puis vous avez une opportunité pour ceux qui manifestent contre Trump. Donc on est quand même dans un contexte d'extrême instabilité et de vulnérabilité considérable. La seule chose dont on ne parle pas finalement, c'est de sport et de jeu. Alors on a l'habitude maintenant, mais ça commence à faire beaucoup parce que là, les États-Unis repoussent le curseur. Attendez, parce que moi j'ai une interview sous les yeux d'Arsène Wenger, qui est, je crois, français, et qui explique que la France va remporter la Coupe du Monde. Alors je dois dire que, indépendamment donc de ses fonctions éventuelles en France, il est directeur du développement du football mondial à la FIFA. Alors Arsène Wenger, grand manager, formidable professionnel, mais qui, depuis qu'il a pris des fonctions à la FIFA, a tendance à regarder où le vent souffle. Et en l'occurrence, c'est Gianni Infantino qui lui montre où ce dernier a tendance à aller. Dans l'occurrence, une victoire française, on prend. Pour plein de raisons. La première, c'est que ça ne fera pas de mal au pays. La deuxième, c'est que ça reste quand même compliqué à affirmer aujourd'hui quand on voit les Justement, matchs j'allais amicaux. vous demander si vous étiez prêt
pas à parier, mais bon, à nous expliquer s'il y avait des chances véritables, puisque on explique qu'un joueur moderne, c'est à la fois la puissance physique, la qualité technique, l'intelligence tactique, la compréhension du jeu. Et alors là-dessus, on a 20 sur 20 à chaque fois. Voilà, j'adorerais parler de tactique sur France Culture, mais je pense qu'on va juste dire qu'on a une équipe aujourd'hui. Bah, vous avez encore 2 minutes pour parler de tactique sur France Culture. On a un potentiel incroyable, qui est aussi lié finalement à la diversité du pays, qui est lié à la capacité qu'on a à aller rassembler la France entière derrière cette équipe, avec une limite, c'est qu'aujourd'hui, cette équipe n'en est pas encore une, vraiment. On a du mal à être performant et efficace. Et l'une des clés, ça va être justement de voir si c'est le meilleur de la France qu'on offre, ou si c'est une équipe plutôt clivée qu'on offre à voir. Plutôt clivé, Kylian Mbappé, par exemple, qu'est-ce que vous en attendez ? On attend qu'il se mette au service du collectif et qu'il soit à la hauteur de son leadership. Il a un numéro 10 dans le dos, c'est lui le leader, c'est à lui de montrer l'exemple et donc d'être le meilleur pour le groupe et pas pour lui-même. Aujourd'hui, c'est peut-être l'une des clés de ce mondial pour les Français. Et vous pensez qu'on a encore une belle collection d'individualité au sens footballistique, c'est ça ? Disons qu'on pourrait être encore plus une équipe. Maintenant, j'ai confiance. Vous savez, on n'est pas encore plus une équipe, on est une équipe, on ne l'est pas. En l'occurrence, là, moi, je me réfère juste à ce qui est devenu le Paris Saint-Germain en 2 ans. Regardez la mue, littéralement, de ce club qui était Ça veut dire beaucoup de choses que le PSG est devenu en 2 ans. C'est ça. C'est très polysémique comme terme, comme on dit sur France Culture. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que toute transformation est possible et ça peut se faire aussi dans le meilleur des sens. Vous savez que Arsène Wenger n'est pas du tout d'accord avec vous, puisque justement, on lui demande si on doit s'attendre à des révolutions, il dit pas du tout. Oui, bah évidemment, quand vous êtes payé par la FIFA, la révolution, ça n'existe pas. Voilà, écoutez, c'est une bonne conclusion, je crois, à ces commentaires d'ouverture sur la Coupe du Monde de football, puisque effectivement, lorsqu'on voit la manière dont les choses débutent, Jean-Baptiste Guégan, la France n'est pas un pays de sport, point d'interrogation. Vous ferez la suite pour savoir si la France est autre chose qu'un pays d'individualité footballistique. Ce livre, il est chez Debuck. Alors, je ne sais pas, on doit pouvoir faire une transition entre